Donc aujourd'hui, cette matinée va se dérouler en séquence. On l'a pensé pour que tout le monde puisse vraiment s'approprier cette thématique. Donc une première séquence qui est la création et la sélection de ce matériel végétal INRAE bouquet, qui va être présenté par Laurent Torregrossa et Hernán Ojeda. Ensuite, une deuxième séquence sur le process de validation, de comment on arrive, voilà, on part d'une plante qui a été sélectionnée, comment on arrive à avoir une plante qui va être sur le marché, donc avec tout le processus réglementaire qui vous sera exposé. Et également, du coup, le processus VATE qui est en cours aujourd'hui à Pêche Rouge et au domaine expérimental de Cazes. Et puis, en parallèle de ce process de validation, il y a un process d'expérimentation qui vous sera exposé. Et puis, la quatrième séquence, ça sera celle qui sera un peu dans le futur. C'est l'enjeu du déploiement et de la diffusion de ce matériel végétal au vignoble. Et enfin, une dernière séquence qui est un enjeu capital, qui est la production et la commercialisation de ces variétés bouquets. L'animation de la journée va être réalisée par Véronique Durand, qui est journaliste à l'Indépendant, qui est à ma droite. Et on va commencer tout de suite donc, par la première séquence sur la création et la sélection variétale avec Hernán Ojeda, que j'appelle, et Laurent Torregrossa. Merci Marie, bonjour à tous. Donc, Hernán Ojeda, scientifique à l'INRAE de Pêche Rouge et moi-même professeur à l'Institut Agro de Montpellier. Donc on va essayer de lancer la journée en vous fournissant quelques définitions, quelques rappels pour un peu contextualiser tout ce travail qui aboutit dans la sélection de variétés bouquets, mais aussi d'autres variétés que l'INRAE est en train de proposer, qui dérivent de ce matériel. Donc, première chose, la vigne, c'est une plante qui nous intéresse autour du bassin méditerranéen depuis assez longtemps, puisqu'on estime, les derniers travaux datent d'il y a quelques semaines, d'un travail international qui a associé nos collègues de Montpellier également. On estime qu'elle a été domestiquée donc, il y a environ 10 000 années, plus de 10 000 années. Alors jusqu'à récemment, on pensait que ça s'était passé au Sud-Caucase, mais maintenant on a des éléments qui montrent qu'il y a un deuxième centre de domestication qui est apparu au Proche-Orient, à 1000 km de distance, et finalement qui ont une histoire assez différente. Mais vous voyez que progressivement, dans les siècles qui ont suivi, à partir du centre de domestication, ici, donc où il y a deux zones, il y en a peut-être une troisième, on ne sait pas, pour l'instant on en connaît deux au moins, mais en fait, en tout cas, ça s'est passé dans ce secteur-là. La vigne a envahi finalement tout le bassin méditerranéen, et à l'occasion de ce déplacement, elle s'est croisée avec des vignes sauvages, des sylvestris, elle s'est améliorée, elle a acquis de nouvelles propriétés. Et bien sûr, à partir de ce point de domestication ici, il y a eu beaucoup de sélections. L'homme a beaucoup sélectionné. Le viticulteur ancien a observé ses vignes, il les sélectionné, il les multiplié. Et finalement, il est arrivé un très grand nombre de variétés. Aujourd'hui, c'est une des plantes cultivées pour lesquelles on connaît le plus de variétés, finalement. Donc ça, c'était quand même à repositionner d'un point de vue historique. Alors, il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits, scientifiques, très brillants, qui aujourd'hui arrivent à reconstruire un peu l'histoire de ces croisements successifs, qui ont été des croisements spontanés, peut-être dirigés dans certains cas, et qui ont donné naissance à toutes les variétés qu'on connaît. Alors, ce qu'on peut retenir aujourd'hui comme premier point, c'est que toutes les variétés, même celles qu'on considère comme historiques et rationnelles, sont finalement issues de croisements. Donc, d'un point de vue scientifique, on peut les appeler des hybrides. Et l'hybride, c'est pas un mot c'est pas un mot tabou. Et je sais qu'en France, on a un historique avec ça. Il ne fallait pas parler des hybrides. On a même inventé la notion de métis à un moment donné pour les variétés INRAE, tellement on était traumatisé par l'histoire des hybrides. Mais bon, retenez quand même que toutes les variétés que vous cultivez, votre grenache, votre syrah, votre viognier, ce sont des hybrides. Ils sont issus d'un croisement un jour. Et vous avez là le pédigré identifié par mon collègue Jean-Michel Boursicot, où vous voyez que le merlot, c'est tout simplement un croisement probablement spontané entre la Madeleine noire des Charentes et le Cabernet Franc. Ce même parent, puisqu'on sait qu'il a servi de père, aujourd'hui on peut le savoir avec la génétique, il a donné naissance au Cabernet Sauvignon tout simplement en se croisant avec le Sauvignon, donnant le nom de Cabernet Sauvignon. Je pense que ça résonnera dans des discussions qu'on aura sur comment il faut appeler ces nouvelles variétés. Mais dans le passé, il ne s'était pas embêté. Quelque chose qui était le résultat d'un croisement Sauvignon-Cabernet Franc, il l'a appelé Cabernet Sauvignon, et on est très bien content avec tout ça. Et puis la Madeleine noire des Charentes, que personne ne connaît ici, à part peut-être mon collègue Didier Viguier et Lionel Llobregat, qui sont des spécialistes de la botanique de la vigne, a donné naissance aux côtes, qu'on appelle également le Malbec. En Argentine, on a des collègues argentins dans la salle.
Voilà. Donc à retenir que toutes ces variétés sont des hybrides, et si elles ont prospéré, si on les connaît aujourd'hui, c'est qu'à un certain moment, elles ont été mieux adaptées à l'environnement, donc elles apportaient un avantage. Elles ont été plus appréciées des consommateurs, parce que peut-être elles faisaient plus d'alcool, il y avait plus d'alcool, peut-être elles étaient plus aromatiques, donc elles ont donné un avantage au marché. Et puis de toute façon, au final, c'est parce que ça rapportait plus d'argent aux viticulteurs. Parce qu'on ne garde une variété que parce qu'elle est plus profitable au final. On ne le garde pas par conviction. Les viticulteurs sont des opérateurs économiques, ils l'ont toujours été. Alors, un peu d'histoire. Je vous ai dit que le traumatisme des hybrides, il continue à nous traumatiser, mais il faut se rappeler que l'hybridation, c'est quelque chose de très important en viticulture. On peut faire des croisements avec des variétés dans la même espèce, Vitis vinifera, par exemple le Marcelin, le Caladoc, sont des croisements dits intraspécifiques. On peut faire des croisements entre des espèces différentes. Ça a donné naissance à nos porte-greffes, Vitis riparia, Vitis berlangeri. Donc là, on va un petit peu plus loin dans le brassage génétique, bien sûr. Et puis, heureusement, on peut aussi faire des croisements intergénériques entre une espèce américaine ou une espèce européenne et Muscadinia rotundifolia, une espèce du sud-est des États-Unis. Et donc, vous voyez que ça donne la possibilité de faire un brassage génétique énorme. Et c'est assez inhabituel, finalement, dans le monde du végétal, de pouvoir faire des croisements à ce niveau-là, au service, bien sûr, de la filière. Alors, simplement vous rappeler, c'est que l'hybridation, elle vous a déjà sauvé une fois. Elle vous a sauvé en créant les porte-greffes au XIXe siècle. Et tous les porte-greffes qu'on utilise aujourd'hui sont assez tolérants ou résistants au phylloxéra. Vous avez une photo dans l'étang de Marseillette, ici. Vous avez une très bonne dépression, dépérissement phylloxérique. Le phylloxéra, comme vous le savez, attaque les feuilles. Cette année, il y en a pas mal dans les vignobles. Et aussi les racines. Et grâce à l'hybridation, au XIXe siècle, on a sauvé la viticulture déjà une fois. Il est probable que l'hybridation puisse la sauver encore une deuxième fois. On en parlera aujourd'hui. Bien, vous connaissez ça parfaitement. Et il faut se rappeler également que la création de variétés plus tolérantes aux maladies fongiques, ce n'est pas un truc nouveau non plus, puisque dès le XIXe siècle, avec la généralisation des transports, les maladies américaines sont arrivées sur le continent européen. Et donc, l'idée de croiser des variétés résistantes à Vitis vinifera, elle est loin d'être nouvelle. Vous avez là le pédigré du Villard Noir, et vous pouvez voir tout le travail que ça a constitué, 8 générations de croisements. J'ai encadré en rouge les variétés vinifera qui ont été introgressées dans ces croisements. Et vous voyez que l'idée là, c'était de faire une variété à la fois tolérante aux maladies américaines, mais qui a un gros fond vinifera. Donc l'idée de bouquet, qu'on va remercier aujourd'hui plusieurs fois, elle n'est pas nouvelle, elle a déjà été expérimentée au XIXe et au XXe siècle. Voilà. Et juste vous rappeler qu'on a cultivé en France jusqu'à 300 000 hectares d'hybrides producteurs directs. Donc il faut aussi regarder que finalement, les viticulteurs, dans certaines conditions, ils peuvent cultiver des variétés hybrides si ça leur apporte un avantage pour réduire les phytos, par exemple, ou pour produire dans certaines conditions difficiles. Vous avez un travail qui avait été fait par Jean-Michel Boursicot, qui avait recensé effectivement le développement des hybrides producteurs en France. Vous savez tous que depuis les années 80, effectivement, avec la législation, on les a tous arrachés pratiquement. Je ne sais pas, Olivier, il doit rester aujourd'hui 10 000 hectares d'hybrides producteurs directs en France. Même pas. Bien. Et donc, toute cette histoire, elle a conduit à un très grand nombre de variétés de vinifera, mais aussi un très grand nombre d'hybrides. Donc, on est des milliers d'hybrides qui sont issus de ces croisements. Et ces variétés, bien sûr, elles ont été sélectionnées dans des pédoclimats très variés. Et donc, ça offre une palette aujourd'hui, une diversité de possibilités énormes. Malheureusement, au XXe siècle est arrivé le concept, je dis fumeux parce que moi, personnellement, je n'arrive pas à le définir précisément, le concept de terroir dans lequel, je crois, on a fait croire aux viticulteurs qu'on pouvait cultiver des variétés traditionnelles. J'ai mis entre guillemets les mots qui me paraissent les plus discutables, parce que franchement, le Viognier ou la Syrah dans la région, je ne sais pas si elle est vraiment traditionnelle, je laisse ça à votre réflexion. Dans un environnement stable, et le président Gravejal a rappelé que le climat change, et il a toujours changé. Donc, c'était une illusion de penser qu'on allait stabiliser les conditions environnementales. On voit qu'aujourd'hui, on le paye, on va le payer encore pendant des décennies. Et puis, des pratiques historiques. Et donc, certains ont développé ce concept en disant, vous avez des variétés traditionnelles, ou vous pouvez le faire croire aux consommateurs, en tout cas, vous allez avoir des conditions environnementales stables, et vous pratiquez des pratiques culturelles historiques. Avec ça, ne vous inquiétez pas, vous aurez une viticulture durable, vous produirez un vin typique et vous aurez de la valeur ajoutée. Je les ai mis aussi en guillemets parce que je les porte à votre réflexion et je pense que durable, typique et valeur ajoutée, on peut également le discuter. Et en tout cas, ce concept-là, je dis fumeux parce qu'il n'est pas scientifiquement établi,
et il ne donne pas les résultats escomptés, je pense en tout cas dans certaines situations. Donc, à cause de ça, on a considéré que la sélection des nouvelles variétés, qui avait été très active dans les millénaires précédents, elle était devenue inutile, et effectivement, toute la profession, tout l'establishment scientifique ne voulait plus entendre parler de nouvelles variétés. Il faut être honnête, il faut regarder les choses en place. Jusque dans les années 90, aucun viticulteur n'avait envie d'entendre parler de nouvelles variétés. C'est quand même quelque chose qui est revenu un peu à la mode, il ne faut pas l'oublier. Mais, comme le président Gravejal l'a précisé, le changement climatique est déjà là. Alors je ne sais pas si vous êtes optimiste ou réaliste, mais tous les travaux de modélisation montrent que de toute façon le climat va beaucoup changer, il va faire beaucoup plus sec, il va faire beaucoup plus chaud, et ça va beaucoup impacter le comportement de la vigne. Bon, moi je pense qu'on peut être au minimum entre les deux, mais vous voyez que les régions européennes, elles deviennent toutes rouges, et donc il y a des endroits sans doute où la culture de la vigne va devenir très difficile, d'un point de vue économique en tout cas. Des raisins, on peut toujours en faire, hein. À 1 tonne à l'hectare, on peut toujours en faire. La question, c'est est-ce qu'on est rentable? Bien, et vous savez tous, voilà des travaux qui sont faits par le laboratoire du Bernet depuis déjà une quarantaine d'années, qui compilent ces résultats. Ça correspond à des analyses de vins commerciaux et réalisées dans la région. Vous connaissez ces graphiques. Et depuis les années 80, vous savez que les vins augmentent en alcool. On est en moyenne aujourd'hui au-dessus de 14. Donc ça commence quand même à poser problème par rapport aux consommateurs. Et parallèlement, l'acidité décroît, le pH est corrélé à l'acidité, augmente, donc il y a aussi un impact, non seulement sur la productivité, non seulement sur la durabilité, mais aussi sur la qualité des vins que l'on met en marché. Ça commence réellement à poser des problèmes techniques dans certaines situations. Un autre point qu'il faut retenir, c'est que pourquoi on a oublié les variétés, les hybrides? C'est parce qu'à partir des années 60, on a eu des fongicides super efficaces. Et le viticulteur, en passant 10 fois avec son tracteur, il n'avait aucune maladie. Il pouvait même éradiquer complètement les maladies. Et je pense que dans certains grands châteaux, on avait les moyens. Je pense qu'on avait 0 maladie parce qu'on faisait des traitements systémiques avec des produits super efficaces. Mais vous savez qu'aujourd'hui, ce qu'on peut appeler la trente glorieuse d'utilisation des pesticides de fongicides de synthèse est terminée. Et que maintenant, on regarde vraiment de travers l'agriculteur d'une façon générale et le viticulteur en particulier. Donc pour l'utilisation de ces maladies. Ces maladies, elles ne sont pas parties, elles sont toujours là, et même on en découvre de nouvelles. Moi, mon père, il est viticulteur dans les Corbières, il n'a jamais vu de black rot. Je pense que les viticulteurs des Corbières commencent à connaître le black rot, et ils vont le connaître, parce qu'en changeant les pratiques d'utilisation des fongicides, de nouvelles maladies dites secondaires apparaissent. Donc la situation va se compliquer, on aura du mildiou, de l'oïdium, mais on aura aussi du black rot. Vous voyez que le black rot, dans certaines situations, peut être assez catastrophique. Hein. Et puis du Brenner, peut-être, et peut-être de l'anthracnose et d'autres cochonneries. Bien. Toujours dans ces constats-là, la culture de vinifera, de variétés de vinifera, n'est pas possible sans fongicides. Ce n'est pas possible. Ça, je pense que vous en êtes tous persuadés. Et alors ces chiffres varient un peu, mais la viticulture, qui n'occupe que 3% de la surface agricole utile, consomme 20% de pesticides. Et je dirais qu'avec le basculement vers la viticulture bio, en tout cas en volume, la situation s'aggrave. C'est-à-dire qu'en passant au bio, finalement, on consomme encore plus de pesticides. Ce n'est pas les mêmes, mais en tout cas en volume, ça augmente. Vous avez là les indices de traitement des spéculations en France. Vous voyez que le premier, c'est la pomme, hein, donc on sait bien que les pommes, c'est compliqué, la production de pommes. Ensuite, c'est les pommes de terre. Et en numéro 3, on a la vigne. Bon, je ne vais pas trop détailler, mais vous voyez, les indices de fréquence de traitement préservent un peu la région du Languedoc, parce qu'on a des conditions climatiques extrêmement intéressantes, mais il y a d'autres régions où, effectivement, le nombre de traitements est assez important, et ça pose problème. Comme disait Jacques Gravejal, on a discuté de ça un jour, il m'a dit que finalement, qu'on traite 4 fois ou 8 fois, ben, le gars qui habite à côté, il ne fait pas tellement la différence. Que vous passiez avec du soufre ou avec un fongicide de truc, il vous voit avec une combinaison, une cabine et un masque. Et de toute façon, pour vous, vous êtes un pollueur. Donc il faut voir que la société n'est pas forcément en mesure d'analyser la réduction des IFT, enfin tous ces trucs-là. Bien. Alors, récemment, on a pensé sauver la viticulture avec la viticulture bio. Et honnêtement, bon, on est là pour se dire les choses aujourd'hui. Hein. Il faut quand même ne pas cacher la vérité. Quand on passe en bio, ben, on utilise du soufre jusqu'à 100 kg par an, hein, certaines années. On utilise du cuivre, donc la législation autorise jusqu'à 30 kg sur 6 ans glissant. Hein. Mais ces produits, en fait, ils sont certes non synthétiques, encore que la bouillie bordelaise, ça puisse se discuter. Est-ce que c'est un produit naturel? Je ne crois pas qu'il y en ait dans la nature de la bouillie bordelaise. En tout cas, ce sont des produits non renouvelables, ça il faut y penser, dont certains dérivent même de l'industrie pétrolière du gaz. Le soufre qu'on utilise, il vient du gaz, il ne vient pas de la nature, hein, des volcans argentins par exemple.
Quand on passe en bio, on augmente le nombre de traitements parce qu'il faut passer plus souvent. Et donc, j'ai fait un petit calcul avec mon collègue de promotion bordelais. On va jusqu'à 1 tonne de CO2 relarguée par hectare. Donc, ce n'est pas forcément complètement acceptable. Et puis, comme vous le savez, le cuivre, c'est très toxique pour la faune, y compris pour l'agriculteur. Et donc, tout ça, ça doit quand même être mis en perspective. Donc, aujourd'hui, quelle est la situation? Vous avez la carte de la contamination par le cuivre en Europe ici, qui a été publiée il y a 4 mois. Tout ce qui est en rouge, c'est fortement contaminé. Si vous avez une bonne connaissance de la géographie viticole européenne, je ne vous fais pas de schéma, tous les points qui sont en rouge, ce sont des endroits où on cultive de la vigne ou des pommes. Et pour vous aider dans cette lecture, je les ai colorés en bleu. Je ne vous fais pas de dessin. La viticulture a déjà contaminé les sols fortement avec le cuivre, et même si on utilise moins de cuivre aujourd'hui, on va contribuer à augmenter cette contamination parce que le cuivre, il s'échappe difficilement du sol. Donc ça, il faut y réfléchir. Donc, dans le cadre du GESCO, on réfléchit à ça, et nous, il nous semble qu'il y a en fait 5 niveaux de traitement, enfin, d'approche pour lutter contre les maladies fongiques de la vigne. Il y a l'approche classique avec des produits phyto de synthèse assez intensifs. On peut la raisonner, on peut l'intégrer, on peut remplacer des produits de synthèse par des produits minéraux. Okay, c'est ce qu'on appelle la bio ou la biodynamie, qui est une technique d'agriculture biologique, où on peut utiliser des variétés résistantes. Il nous semble que les 2 premières sont par le consommateur considérées comme industrielles. Et ça va être difficile de les convaincre d'autre chose. Il nous semble que la viticulture bio ou biodynamique, elle est relativement bien perçue par le consommateur. Ça, c'est vrai. Mais d'un point de vue technique, comme je viens de vous le dire, il nous semble que ce n'est pas durable. Ce ne sera pas possible de continuer à utiliser du cuivre comme on le fait et du soufre. Ça finira par être questionné par la société. Donc, au final, pour nous, la seule viticulture qui est acceptable et vraiment durable, c'est une viticulture qui change de modèle, qui utilise des variétés tolérantes ou résistantes aux maladies, qui utilise des produits de biocontrôle, des stimulateurs, qui utilisent la prophylaxie et qui, occasionnellement, assume aussi l'utilisation de fongicides. Parce que sans fongicides, comme je l'ai dit, je pense qu'il n'est pas techniquement possible de cultiver de la vigne aujourd'hui. Bien, dernier ou avant-dernier constat. Sur un problème d'étymologie, on a l'habitude de parler de cépages résistants, mais je vous déconseille cette utilisation parce que d'un point de vue scientifique, on ne peut appeler cépage que des variétés issues de croisements intraspécifiques. Donc le Cabernet Sauvignon, c'est un cépage, il n'y a pas de problème, on peut l'appeler variété également, c'est un terme générique. Le Marselan, c'est également un cépage, mais l'Artaban, je suis désolé, mais ce n'est pas un cépage, c'est une variété tolérante parce qu'elle résulte d'un croisement impliquant des variétés américaines et donc on ne peut pas la catégoriser dans la catégorie cépage. Donc il vaut mieux utiliser le terme variété qui est beaucoup plus générique au niveau national et au niveau international. Et dernier constat, on parle beaucoup de variétés résistantes aux maladies, mais il faut savoir qu'en fait ces maladies elles peuvent être à la fois résistantes, mais aussi tolérantes, et aussi sensible à certaines maladies. Vous avez l'exemple d'une variété ici, dont je ne donnerai pas le nom, pardon, pour ne pas la pénaliser, mais qui est résistante à l'oïdium. On ne voit pas d'oïdium sur cette variété, mais on peut voir du mildiou, on le voit à droite. Le mildiou commence à se mettre en place, il ne sporule pas, mais il commence. Par contre, cette variété, elle est super sensible au black rot, et elle est aussi sensible au brenner. Donc vous voyez qu'elle est à la fois résistante, tolérante et sensible. Donc on préfère utiliser le terme variété pour les qualifier d'un point de vue génétique et tolérante pour se garder la possibilité de considérer qu'elles ne sont pas quand même complètement résistantes et que donc le viticulteur devra probablement faire des traitements phyto, faire de la prophylaxie en complément de ces gènes de tolérance ou de résistance qui ont été introduits. Et je passe la main à mon collègue Hernan qui vous donnera plus de détails. Merci beaucoup Laurent Touré-Grossa. Vous savez certainement qu'il est professeur à Supagro Montpellier. Et peu savent certainement qu'il a été thésard d'Alain Bouquet. Et Hernan Oreda est ingénieur agronome, chercheur sur le site expérimental de pêche rouge à Gruissan. Hernan, à toi. Donc, merci pour cette introduction de Laurent. Donc, qu'est-ce qui a fait Bouquet? Il a travaillé pendant 35 ans de sa vie. Il est mort en 2009. Il n'a pas vu une de ses variétés inscrites. Mais son travail, c'est très important parce qu'il est parti avec cet hybride intergénérique, comme Laurent l'a montré, coincé avec Muscadina rutidifolia. C'est l'introduction des gènes de Muscadina rutidifolia résistants aux maladies. Et à partir de ça, son travail de 35 ans, c'était de croiser avec des variétés vinifera
et faire recroisement successif pour choisir différents types de variétés avec différentes caractéristiques. Donc son travail a donné une quantité énorme de génotypes et c'est ça que nous, on a pu travailler pour sélectionner en fonction des objectifs de production. Vous voyez qu'à partir d'un premier hybride de 50% de Muscadine rotundifolia, donc ça veut dire que c'est un hybride avec 50% de vinifera, et après des croisements pour augmenter jusqu'à 99% de vinifera. C'est son idée. Dans son idée, il faudrait s'approcher à vinifera pour s'approcher au modèle de qualité de vin commercialisable. Et ce travail de bouquet, c'était la base pour beaucoup de projets. Parce que la quantité de variétés qu'il a créées avec différentes caractéristiques nous a permis de sélectionner des variétés à faible degré en alcool, très adaptées pour le changement climatique. Vous savez, le graphique qu'a montré Laurent, c'est très clair comment l'alcool monte. Donc la première façon de s'adapter, c'est de produire des variétés qui produisent moins de sucre, donc moins d'alcool, c'est l'adaptation la plus facile. Des variétés pour cognac, qui sont déjà inscrites. Hein. Vous connaissez déjà Cutia et Luminam, qui sont déjà en production. Pour les jus de raisin aussi, Rectia, Rebelle et Recibel, mais aussi pour les vins classiques, qui sont les vins qu'on va déguster aujourd'hui. Généralement, sont des vins avec différents croisements, avec différents cépages emblématiques, et qui donnent des vins de différents types, qui sont très proches des vins commercialisables. Donc, finalement, à partir de toutes ces quantités de génotypes, on a pu choisir différents types de variétés en fonction de différents types d'objectifs de production. La question Bouquet, il cherchait plutôt s'approcher à vinifera comme modèle de qualité. Parce qu'il dit, si l'échec des hybrides, le premier hybride, c'était que c'était 3 landes de vinifera, donc 3 landes de variétés traditionnelles, donc c'est pour ça que c'était l'échec. La qualité, ça c'était fondamental. Donc la qualité, c'est son objectif. Et la qualité, il a associé à le pourcentage de vinifera. Si on fait un calcul en fonction des pédigrés de chaque variété, comme ils sont conçus depuis au début, on voit qu'après les variétés vinifera, les cépages vinifera, on a les groupes bouquets qui sont à haut, très proches de vinifera, entre 97, plus de 97 et 99% de vinifera. Et après, tous les autres hybrides que vous pouvez trouver sont très éloignés. 10% de différence déjà avec le premier hybride, Vidal Blanc, qui a été récemment aussi inscrit dans le catalogue pour la production de cognac. Vous voyez, c'est ça l'objectif de Bouquet. Et il y a une autre chose aussi, que Bouquet, les variétés Bouquet sont les géniteurs des autres programmes variétals. On a tendance à attendre des autres programmes, mais tous les autres programmes qui viennent maintenant, surtout les programmes de l'INRA, viennent des variétés Bouquet. Les programmes Resdur, c'est des variétés Bouquet avec des autres sources de résistance, les Resdur 2 aussi. Et aussi les programmes de variétés à typicité régionale. Donc toutes ces variétés viennent de Bouquet. Donc on peut considérer que Bouquet, c'est le père de la viticulture résistante française, ou tolérante, il faut dire. Voilà, maintenant l'INRA travaille sur ces projets de création de variétés à typicité régionale. L'idée, c'est d'avoir des variétés croisées avec différentes variétés emblématiques de différentes régions du pays. Donc c'est un programme en progrès, mais c'est le seul programme qui est maintenant en développement à l'INRA. Donc, finalement, on peut considérer que Bouquet, c'est le père des programmes français de création variétale, pour tout ce que je vous ai dit. Non? Son objectif, c'était clair. Il faut cibler la qualité, d'abord. Donc, c'est une construction un peu différente. La qualité, c'est chercher le début de ce croisement. Donc, finalement, c'est la dernière diapo. La réussite d'une variété résistante, il y a plusieurs volets qu'il faut accomplir. Hein. L'efficacité, la durabilité, la résistance, ça c'est sûr. Et la tolérance à des maladies secondaires. Parce que si on arrête les traitements, parce qu'ils sont résistants à l'idiome et au milieu, il peut y avoir des sensibilités ou des maladies secondaires. L'adaptation aux conditions agroclimatiques spécifiques. Hein. Donc, les variétés Bouquet ont été créées pour la région de Languedoc. Donc, on peut considérer qu'il y a une adaptation.
et la résilience vis-à-vis du changement climatique. Parce que même ces conditions changent, donc c'est un sujet de cet après-midi, voir comment on étude, comment on peut résister à la sécheresse, ou comment les variétés résistantes réagissent à la sécheresse. Et finalement, quelque chose qui est très important, la qualité physico-chimique et sensorielle des vins, et l'acceptation des consommateurs. Sans ça, même si on est très performant ici, mais si ici on rate ces zones, c'est un problème. Mais tout ça, c'est une démarche collective. La recherche ne peut pas donner toutes les réponses. Donc il y a le réseau SCAR, c'est un réseau coordonné par l'INRAE, avec tous les parcelles où il y a planté variétés résistantes, notamment Bouquet, que Marie Corbel va présenter tout à l'heure. Il y a les essais VATE, qu'on va voir cet après-midi, avec la dégustation des vins. Il y a les différents projets de recherche, chaque fois plus de projets de recherche qui ciblent des différents aspects de cette table. Et après, il y a les parcelles vignerons, que les parcelles vignerons donnent une validation et à notre échelle, une évaluation à notre échelle de ces variétés. Merci de votre attention.